Mai 1961, Paris est plongé dans une atmosphère printanière trompeuse. Dans les salons dorés du palais de l'Élysée, le silence est lourd et l'atmosphère d'une politesse presque glaciale. Face à face, assis dans des fauteuils de style empire, deux hommes incarnent deux mondes que tout oppose. D'un côté, le jeune, élégant et médiatique président américain, John Fitzgerald Kennedy. De l'autre, le général de Gaulle, colosse de 70 ans, géant de l'histoire et symbole vivant de la résistance française, revenu au pouvoir pour redresser la nation. Sur le papier, les deux pays sont d'intimes alliés. La France et les États-Unis partagent une fraternité d'armes scellée sur les plages de Normandie et les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, dans l'ombre des sourires officiels et des réceptions protocolaires à Versailles, une fracture béante est en train de se creuser. Dans les fiches de renseignement préparées à son intention par le département d'État et la CIA, Kennedy a lu et relu une mise en garde sans équivoque. Charles de Gaulle n'est pas un partenaire européen ordinaire. Il n'est ni un vassal docile, ni un exécutant discipliné. C'est un esprit fier, intransigeant, habité par une conviction viscérale et douloureuse. La France ne doit plus jamais confier son destin ou sa sécurité à une puissance étrangère, aussi bienveillante et protectrice soit-elle. Au cours de leurs premiers échanges, les conseillers américains tentent d'imposer le leadership de Washington sur le monde libre. Mais le président français écoute à peine les arguments de ses hôtes. Pour lui, la stratégie de Washington dissimule à peine une volonté de maintenir l'Europe sous un protectorat permanent. De Gaulle regarde le jeune président américain avec un mélange d'admiration pour sa prestance et de scepticisme pour sa vision diplomatique. Alors que les portes de l'Élysée se referment sur les délégations, une question fondamentale commence à hanter les chancelleries occidentales. Une alliance militaire internationale peut-elle réellement survivre lorsque l'un de ses membres clés refuse catégoriquement d'obéir aux ordres du quartier général américain? Pour mesurer la gravité de cette confrontation, il faut se replonger dans l'atmosphère étouffante du début des années 1960. Le monde vit alors sous l'ombre permanente de la guerre froide. L'Europe est brutalement coupée en deux par le rideau de fer. Et la menace d'un affrontement thermonucléaire entre le bloc soviétique et l'Occident plane sur chaque décision politique. Pour garantir la défense du continent européen face aux divisions blindées de l'armée rouge, Washington propose un marché simple dans le cadre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'Amérique offre son parapluie nucléaire. En échange, les nations européennes doivent accepter d'intégrer leurs armées nationales sous un commandement unifié, dirigé depuis le Pentagone par un général américain. Pour De Gaulle, ce marché est un piège mortel. Le président français se pose une question dérangeante. Une question que personne à Londres, à Bonn ou à Rome n'ose formuler à voix haute. Les États-Unis prendraient-ils réellement le risque de voir New York, Washington ou Chicago vitrifiés par des missiles soviétiques uniquement pour défendre Paris, Berlin ou Hambourg? La réponse de Gaulle est immédiate et sans appel. Non, aucun président américain ne décidera d'un suicide national pour sauver le territoire d'un allié continental. Face à ce qu'il considère comme une illusion stratégique, De Gaulle prend une décision historique dès son retour au pouvoir. En 1958, la France doit fabriquer sa propre bombe atomique. Il ne s'agit pas de rivaliser en nombre avec le gigantisme des arsenaux de Washington ou de Moscou, mais de posséder une capacité de dissuasion autonome, un pouvoir de destruction suffisant pour rendre toute agression contre la France infiniment trop coûteuse pour l'ennemi. C'est la doctrine de la réponse graduée ou du faible au fort. Arracher un bras à quiconque tenterait de nous écraser. À Washington, le développement de la force de frappe française est perçu avec une exaspération grandissante. Pour le secrétaire à la Défense Robert McNamara, les armes nucléaires nationales sont dangereuses, coûteuses et inefficaces. Mais De Gaulle reste sourd aux reproches américains. Pour lui, la souveraineté d'un peuple n'a pas de prix. Entre 1961 et 1966, la relation diplomatique entre Paris et Washington cesse d'être une simple querelle de doctrine pour devenir un affrontement quotidien articulé autour de trois crises majeures. Le premier affrontement est diplomatique et technologique. Il concerne la technologie atomique. La Maison-Blanche déploie d'immenses efforts pour paralyser le programme nucléaire français. Washington refuse d'accorder la moindre aide technique, invoquant la loi McMahon sur la non-prolifération. On prédit à De Gaulle que la France se ruinera à vouloir construire ses propres bombardiers Mirage 4 et ses propres sous-marins lanceurs d'engins. Mais chaque refus américain renforce la résolution du général. Lorsque Kennedy propose une force nucléaire multilatérale sous contrôle américain pour apaiser Paris, De Gaulle rejette la proposition avec mépris. Une force nucléaire dont la clé de tir reste entre les mains du président américain n'est pas une garantie,
c'est une vassalisation. Le deuxième affrontement survient au plus fort des tensions mondiales, lors des crises de Berlin en 1961 et des missiles de Cuba en 1962. Lorsque Nikita Khrouchtchev menace de couper l'accès à Berlin-Ouest, De Gaulle fait preuve d'une fermeté inflexible, refusant la moindre concession là où les anglo-saxons hésitent. Un an plus tard, lorsque des avions espions américains découvrent des rampes de missiles soviétiques à Cuba, l'émissaire spécial de Kennedy, Dean Acheson, se précipite à Paris pour présenter les preuves photographiques au général. De Gaulle l'interrompt d'un geste et déclare que la parole du président des États-Unis lui suffit, affirmant que la France sera aux côtés de l'Amérique si la guerre éclate. Mais De Gaulle exige une contrepartie logique à cette fidélité, être traité en allié souverain et tenu informé, et non mis devant le fait accompli. Une alliance solide implique-t-elle un soutien aveugle à la politique globale du leader du camp occidental ? C'est sur cette question que surviendra le troisième affrontement, le plus brutal, centré sur le bourbier du Vietnam. Alors que l'administration américaine intensifie son engagement militaire en Asie du Sud-Est, envoyé des dizaines de milliers de soldats dans la jungle, De Gaulle adopte une posture de rupture retentissante. En septembre 1966, lors d'un discours historique prononcé à Phnom Penh devant 100 000 personnes, le président français met en garde les États-Unis. Fort de la douloureuse expérience française en Indochine, De Gaulle affirme haut et fort que cette guerre ne pourra jamais être gagnée par les armes et appelle au retrait des troupes américaines. À la Maison-Blanche, l'intervention du président français est vécue comme une trahison intolérable. L'année 1966 marque le point de bascule ultime et irréversible de cette décennie de friction politique. De Gaulle décide qu'il est temps de transformer sa vision de l'indépendance nationale en actes concrets et spectaculaires. Le 7 mars 1966, le président de la République adresse une lettre manuscrite au successeur de Kennedy, le président Lyndon Johnson. La décision est sans équivoque. La France retire l'intégralité de ses armées de terre, de mer et d'air du commandement militaire intégré de l'OTAN. Il convient de préciser un point d'histoire essentiel trop souvent déformé. La France ne dénonce pas le traité atlantique et ne quitte pas l'Alliance. Elle s'engage à intervenir si un allié est attaqué. Mais elle refuse désormais catégoriquement qu'un seul soldat étranger stationne sur son territoire sans être soumis à l'autorité directe de l'État français. Le choc logistique et stratégique pour les forces américaines est immense. En quelques mois, 26 000 soldats étrangers doivent quitter le sol français. 29 bases aériennes et militaires américaines sont fermées et restituées à la France. Le siège politique de l'OTAN, situé Porte Dauphine à Paris, ainsi que le grand commandement militaire suprême basé à Rocancourt, doivent plier bagages en urgence pour déménager vers la Belgique. En parallèle, De Gaulle lance une offensive financière d'une audace inédite contre le dollar. Contestant le système de Bretton Woods qui permet à l'Amérique d'imprimer la monnaie internationale pour financer ses déficits et sa guerre au Vietnam, la France exige de convertir ses énormes réserves de dollars en or massif. Des navires de la Marine nationale et des avions militaires traversent l'Atlantique pour rapatrier des dizaines de tonnes de lingots d'or stockés à la Réserve fédérale de New York afin de les mettre en sécurité dans les coffres de la Banque de France. Aux États-Unis, la réaction politique et médiatique est d'une violence inouïe. Les journaux dénoncent l'ingratitude crasse de la France, rappelant les cimetières militaires de Normandie. On boycotte le vin et les produits français à New York. À Washington, la Maison-Blanche garde un silence glacial, évitant la rupture diplomatique totale pour ne pas pousser De Gaulle vers une alliance formelle avec Moscou. Mais dans les bureaux du Pentagone et de la CIA, le président français est définitivement répertorié comme le dirigeant le plus imprévisible et le plus embarrassant du monde occidental. Au fil des décennies, une thèse sombre et tenace a irrigué les récits d'espionnage et les mémoires politiques. Face à cet allié indocile qui bousculait la suprématie américaine, les services secrets de Washington auraient-ils tenté de déstabiliser, de renverser, ou même d'éliminer le général de Gaulle. Lorsque l'on étudie minutieusement les rapports déclassifiés de la CIA, du département d'État et du Conseil de sécurité nationale rédigés entre 1961 et 1969, la vérité historique apparaît bien plus nuancée que les légendes du complot. Ce qui est historiquement avéré et documenté, c'est l'existence d'une surveillance d'État d'une intensité extrême. La CIA analysait la santé de Gaulle, disséquait le moindre de ses discours, étudiait ses tics et cherchait activement des relais d'influence au sein de l'appareil d'État,
de l'armée et de la presse française. Les diplomates américains entretenaient des liens étroits avec les figures politiques de l'opposition gaulliste pour préparer et accélérer l'après de Gaulle. Ce qui est hautement probable, c'est l'injection discrète de fonds pour soutenir des campagnes d'information et des organisations européistes opposées au souverainisme gaulliste, afin d'orienter l'opinion publique française. En revanche, aucune archive déclassifiée ni aucune preuve matérielle sérieuse ne confirme l'existence d'un plan clandestin américain visant à assassiner le général ou à orchestrer un coup d'État contre la République. Attribuer les crises politiques internes françaises, comme la révolte de mai 1968 ou les grèves ouvrières, à une manipulation directe du réseau de la CIA relève de la spéculation narrative non étayée par les faits. La véritable guerre menée par Washington contre De Gaulle n'était pas une opération d'espionnage de seconde zone, mais un affrontement politique, économique et idéologique majeur mené au grand jour. Alors, la question demeure. De Gaulle était-il réellement une cible à abattre pour la diplomatie américaine ? Ou incarnait-il simplement le premier grand dirigeant occidental capable de démontrer qu'un pays pouvait refuser la tutelle des États-Unis sans pour autant basculer dans le camp des ennemis de la liberté? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette plongée au cœur des secrets de l'histoire vous a captivé, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne Les Derniers Instants et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains récits.